Bien, alors on va enchaîner sur ce qu'on disait un peu la dernière fois, mais en reprenant toute la pensée de Henri de Gand qui est importante pour bien nous introduire à la pensée de Scott. Et nous avions commencé par étudier aussi ce débat assez animé entre Henri de Gand et Gilles de Rome concernant la distinction, la différence ontologique entre l'être et l'essence, cette différence réelle, cette distinction réelle, plus précisément. Et nous avons vu, et nous y reviendrons, Henri de Gand, lui, oppose à la distinction réelle telle que la conçoit Gilles de Rome dans la lignée de Thomas d'Aquin et à sa façon, nous l'avons vu, Henri de Gand donc oppose à la notion de la distinction, à la distinction réelle, la distinction intentionnelle. On va y revenir. Mais il faut d'abord s'inscrire un peu dans l'orientation générale de ce cours qui concerne le rapport finalement entre l'être et l'exister. Et nous nous inspirons de cet ouvrage de Bardou, important, intéressant, sur l'existence exposée, justement, au Moyen-Âge, et pour qui, justement, l'être est, comme il dit lui-même, existentialisé. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous prenons un parti où Bardou, donc Jean-Christophe Bardou, auteur de l'existence exposée au Moyen-Âge, chez Vrin. Je vous ai déjà donné la référence bibliographique, mais vous la recevrez aussi par écrit, donc par mail. Je vous enverrai le détail. Alors, nous nous interrogeons, nous, sur cette existentialisation de l'être. Est-ce que l'être existe dans la mesure où le verbe existere signifie se situer hors d'eux? Que signifie pour l'être exister? Sortir de soi pour l'être, c'est cesser d'être. Or, nous l'avons vu en étudiant Parménide, que l'être n'est précédé par rien. Et à vrai dire, pour toute la pensée ancienne, de rien, rien ne peut sortir. De rien, rien ne peut sortir. Et nous avions vu comment pour Parménide, l'être n'est pas comme chez Héraclite, la négation de ce qui le nie. Vous vous souvenez, le chaud, n'est-ce pas, s'oppose au froid comme étant du non chaud. Quoi. Le froid, donc il faut que le chaud soit le résultat d'une double négation. Et en ce qui concerne l'être, précisément, justement, l'être ne peut pas être précédé par le non-être. Donc, l'être ne peut pas être la négation du non-être pour être. Car de rien, rien ne peut sortir. Bien, nous avons donc fait cette considération pour nous interroger justement sur cette possibilité d'existentialisation de l'être. L'être peut-il sortir de lui-même donc l'être peut-il exister? Si le non-être ne précède pas l'être, il s'ensuit qu'il ne peut y avoir un au-delà de l'être, au sens où ce qui précéderait l'être, disons. L'unité recherchée par tous les philosophes, on a vu, je n'y reviens pas, tous les présocratiques, l'unité recherchée, dès lors, ne peut être qu'une propriété de l'être. L'un n'est pas, c'est l'être qui est un. Et l'unité entendue comme étant une propriété de l'être est un transcendantal, en ce sens que
L'unité traverse tout ce qu'est l'être. L'un n'est pas au-delà de l'être. Voilà ce que cela veut dire. Donc, l'un n'est pas l'indivisibilité en soi. Il est l'indivisibilité de l'être. L'être est un acte, par conséquent, unifié et unifiant. Parce que l'un ne peut pas se diviser lui-même. Il se diviserait en être et en non-être, ce qui est inconcevable. L'un, donc, s'il était au-delà de l'être, sans l'être, il serait un non-être et un néant néantisant, dirais-je, à la suite de Heidegger, en pensant au Nichts, qui est Nichtet, c'est-à-dire que l'un doit être une énergie agissante qui consiste à nier tout ce qui le nie et donc à rejeter hors de lui l'être, de telle manière que l'être apparaît vraiment comme le résultat d'une expulsion. Alors, pourquoi? Parce que tout ce qui est de trop pour la pureté de l'un. Rien ne peut s'ajouter à l'un sans compromettre son unité. C'est la raison pour laquelle la visée énologique de la philosophie néoplatonicienne ne peut s'effectuer que du dehors de l'un. Par visée, n'est-ce pas, j'entends cette visée vers cette intention, nous verrons, qui consiste à viser, à se diriger, à tendre vers l'un, mais qui ne peut partir que de l'extérieur de l'un en partant de soi-même. C'est-à-dire, ce qui vise l'un le vise à partir de lui-même à l'extérieur de l'un. Tout ce qui est intelligé advient avec l'intellect, et dans l'intellect, qui veut intelliger, qui vise justement l'un qui est au-delà de l'intellect et qui ne peut pas s'intelliger, parce que l'un, s'il s'intelligeait, il se diviserait lui-même, et ça serait d'être indivisible, car il se diviserait en intelligent et en intelligé. Et donc là, il y a une exigence d'unité absolue qui fait que l'un ne peut pas s'intelliger lui-même. Dès lors, tout ce qui est intelligé advient avec l'intellect et dans l'intellect. Ce qui est se confond ainsi avec ce qui est intelligé. Rien de ce qui est dans l'intellect ne vient d'ailleurs de l'intellect, puisque l'intellect est premier. Et tout ce qui se trouve donc dans l'intellect ne passe pas par les sens. Les sens sont disqualifiés dès lors qu'ils ne saisissent que ce qui advient au terme de ce mouvement de chute, de sortie, hors de l'un, qui précipite hors de l'un tout ce qui apparaît in fine dans la matière sensible, pour Plotin. La matière, c'est le résultat de cette chute hors de l'un qui est une dégradation, une chute dans un multiple qui se solidifie en quelque sorte, en matière et se fragilise. Et donc, à ce niveau-là, les sens ne saisissent que ce qui change, que ce qui se meut, et donc ne peuvent rien connaître, ne peuvent qu'être qu'illusion et faire illusion, disons. Donc, les sens ici, vous voyez pourquoi les sens n'ont pas de rôle à jouer. Je dis cela parce que nous verrons que c'est important pour comprendre aussi Henri de Gand. Donc l'héritage de cette pensée néoplatonicienne a joué un rôle décisif sur les philosophes musulmans. En particulier Avicenne, qui est un grand témoin de cet héritage, à travers d'ailleurs son aristotélisme lui-même, parce que nous en avons déjà parlé, je n'y insiste pas, mais
Avicenne a été rattrapé par le néoplatonisme en lisant Aristote avec les yeux de Plotin, vous vous en souvenez, parce qu'il lisait la théologie d'Aristote, qui n'était autre qu'une compilation des œuvres de Plotin, des Énéades en particulier, quelques Énéades. Bon. Alors, cette influence d'Avicenne s'est exercée auprès des auteurs que nous étudions, en particulier donc Henri de Gand et nous verrons surtout aussi Duns Scott. Ce qui fait que la discussion sur la nature de la distinction entre l'être et l'essence, réel pour Gilles, intentionnel pour Henri, cette discussion qui oppose donc Henri et Gilles est riche d'enseignements et va se révéler utile pour l'étude de la pensée de Scott. C'est pourquoi j'y insiste et j'y reviens avant d'aborder Scott. Car Scott lui-même, nous le verrons, dépend, nous l'avons dit, d'Avicenne, en grande partie. Duns Scott, précisément, comme Henri de Gand, reprend la thèse d'Avicenne émise dans sa métaphysique du Shifa, qui signifie la guérison, où on lit dans la traduction latine que l'étant, je cite, est ce qui tombe en premier dans l'intellect. Primo in intellectu cadit ens. Avicenne ajoute une précision importante pour sa doctrine, à savoir qu'il distingue esse in intellectu, l'être dans l'intellect, l'esse in intellectu, l'être tel qu'il est se présente dans l'intellect, on verra comment, et l'être considéré comme dans la chose, en dehors de l'intellect, et l'esse in re. Donc c'est important. L'intellect intellige tout ce qui l'intellige comme étant, comme ce qui est en tant qu'intelligé. L'être, l'étant, disons, nous verrons la distinction, nous l'avons vu d'ailleurs, mais nous y reviendrons sur l'usage qu'il faut en faire, le rapport qu'il y a entre l'être et l'étant. Mais considérons ici l'être comme l'étant, et l'étant, l'être, est ici, dit Avicenne, une intentio, mana en persan. Une intentio, une intention imprimée dans l'intellect. Il utilise, en tout cas l'Avicenne latin, il utilise le mot imprimé dans l'intellect. Là, dans l'intellect a priori, on sait dire. Il est cet étant ce vers quoi tend l'intellect. Et d'ailleurs, on retrouvera cette pensée de l'intentionnalité dans la phénoménologie de Husserl, pour laquelle la conscience est intentionnelle, toujours conscience de quelque chose. Et on reviendra aussi. Donc l'étant est ce qu'il y a de plus commun, de communissimum, et en tant que tel, l'étant donc est la condition de possibilité universelle de tout ce qui peut être intelligé. L'être pouvait dès lors être prioritairement considéré comme esse in intellectu et laisser in re tomber dans l'oubli. C'était une possibilité, un danger. Et d'ailleurs, c'est le sort qui a été réservé à la métaphysique à la fin du Moyen-Âge et qui va se transmettre à la pensée des modernes et que Heidegger, à sa manière, va dénoncer, l'oubli de l'être. Ainsi, la métaphysique va devenir, avec Duns Scott, une science transcendantale, a priori, au sens où l'étant imprimé
dans l'intellect, traverse toute l'extension du connaissable, c'est-à-dire de l'intelligible. Donc, l'être est objet premier et adéquat de l'intellect. L'être, selon Avicenne, est ce qui tombe, qu'adit, en premier dans l'intellect. Il tombe, ajouterai-je, il tombe avec l'intellect lui-même, et il tombe de nulle part, c'est-à-dire de la pure indétermination qui le précède nécessairement, précédé par rien. L'être n'a rien à déterminer d'autre que lui-même comme intellect qui s'intellige. On dit, voyez, entre l'être et l'intellect, ici, il y a un lien intime qui fait que je pense donc je suis, quoi, dans le fond. L'intellect, ici, s'intellige, l'être s'intellige comme ce qu'il est, c'est-à-dire comme ce qui est hors de l'indétermination pure et nue de l'un des néoplatoniciens. L'intellect est la première détermination. Il est, à vrai dire, pour lui-même, l'objet premier qui s'intellige, comme tourné, tendu vers l'un qui est au-delà de l'intellect. Le rien qui précède l'intellect est l'un. Cette pure indétermination. On peut penser, on l'a vu, à l'apeiron d'Anaximandre, où tout est déterminé, et donc cette détermination, pour Anaximandre, ne peut provenir qu'un déterminant qui lui-même ne peut pas être déterminé. C'est donc, voyez, à l'origine une indétermination. Au commencement, à l'arché, comme dit Anaximandre, il y a un indéterminé, un illimité, un apeiron, l'absence totale de limite, et qui est donc finalement cette unité pure et nue du néoplatonisme qui ne saurait être déterminée par quoi que ce soit qui s'ajouterait à l'un en le déterminant. Donc, l'un ne peut pas être déterminé par quoi que ce soit d'autre que l'un. Si quelque chose s'ajoutait à l'un, eh bien l'un, ça serait d'être un. Alors, pour Avicenne, l'être, l'ens, tombe en premier dans l'intellect, au sens où il émane de l'un qui ne peut s'intelliger lui-même. Il ne peut s'intelliger car il se déterminerait et perdrait la pureté de son unité en se divisant, comme je l'ai dit, en ce qui intellige et ce qui est intelligé. C'est la raison pour laquelle Plotin avait situé le nous hors de l'un, en reprochant à Aristote d'avoir identifié le premier à l'intellect qui s'intellige, la noésis noéséos, ce qui fait que donc l'intellect qui s'intellige, c'est pas l'unité, ça, c'est déjà une dualité. Et alors l'intellect est le premier à s'intelliger en dehors de l'un, comme ce qu'il est, à savoir un acte de simple intellection tourné ou tendu vers. D'où la notion d'intention, d'intentio, de tension vers. L'intellect n'intellige que lui en intelligeant, en se tournant vers. Et par conséquent, rien n'est plus primitif que lui
si ce n'est le rien inintelligible de l'unité pure et nue. Donc Avicenne était conduit, de son côté, par sa propre doctrine, à distinguer l'esse in intellectu et l'esse in re. On a dit. Et l'être, pour lui, et il est bon de souligner que l'être en persan se dit vujud, il signifie trouver, on verra, s'ajoute à l'essence, la mahiya. L'être s'ajoute à l'essence de l'extérieur. Vujud, trouver, et donc ce qui survient, apparaît, se trouve là, surgit, au sens d'un accident, qui s'ajoute donc à l'essence, qui, comme un effet, disons, pour Avicenne, de l'acte créateur. Parce qu'Avicenne soutenait la création, la notion de création, et donc pour justifier la notion de création, donc il a ajouté à cette conception de l'essence, et on le verra, qu'il considère comme étant neutre, l'essence en tant qu'essence. Donc il est à l'origine, lui, de la distinction réelle entre l'essence et l'être. Mais une telle distinction, d'une telle réalité que l'essence n'a rien à voir avec l'être, de sorte que l'être doit s'ajouter à l'essence de l'extérieur. Et on va voir que c'est justement ce qui distingue Avicenne de Thomas d'Aquin, c'est que pour Thomas d'Aquin, l'être ne s'ajoute pas de l'extérieur à l'essence, mais constitue avec l'essence qui contracte l'acte d'être, un acte qui constitue de l'intérieur l'étang. C'est de l'intérieur donc que l'étang se constitue comme un être délimité par son essence. Donc être et essence sont distincts dans l'étang comme la puissance et l'acte. L'essence est en puissance et c'est l'acte qui vient actuer en constituant l'étang composé d'essence et d'être, un étang réel, un étang vraiment réel. Bon, on y reviendra. Alors, je dis tout ça pourquoi? Parce que c'est le contexte doctrinal dans lequel doit se situer le débat sur la nature de la distinction entre l'être et l'essence. C'est dans ce contexte, n'est-ce pas, que nous comprendrons bien notre... Alors, pour Thomas et pour Guillaume d'Auvergne, avant lui, nous l'avons vu, l'essence et l'être sont réellement distincts. Déjà acquis, distincts au sens où l'être, en tant qu'acte, est irréductible à l'essence réduite à l'état de puissance. Avec Henri de Gand, l'être appartient intrinsèquement à l'essence. L'essence est déjà un être de plein droit. C'est ce qu'il s'agit de comprendre. L'être et l'essence, dès lors, ne se distinguent pas réellement, mais intentionnellement. Parce que l'être est considéré ici comme étant in intellectu, et non in re. Et il suit de cette approche du gantois qu'Avicenne, pour lui, est dans l'erreur. Avicenne s'est trompé, dit-il, quand il a jugé que l'être signifie un ajout à l'essence. Il a les trois positions déjà. Avicenne, Thomas d'Aquin, Henri de Gand. Avicenne, pour qui l'être est un accident qui s'ajoute de l'extérieur à l'essence. Distinction donc réelle, mais distinction réelle aussi pour Thomas, mais pour qui l'être est intrinsèque et non extrinsèquement attribué à l'essence, et donc il contribue donc à la constitution d'un état réel. Et Henri de Gand, pour qui il n'y a pas de distinction réelle entre l'essence et l'être, puisque l'essence est.
On va approfondir tout cela. Donc l'être ne s'ajoute pas à l'essence, il est l'essence. Pour lui, contrairement au principe avicénien, repris donc par Gilles en tant que disciple de Thomas, l'essence n'est pas réellement distincte de l'être. Pour le thomisme, donc, dit, comme pour Avicenne, chaque essence reçoit un acte d'être avec lequel elle constitue l'étant réel. Mais, bon, je viens de dire quelle est la distinction qu'il y a à faire entre Avicenne et Thomas. L'essence est pure essence, et l'essence n'a aucun moyen de se donner l'être. Aucun moyen de se donner l'être, on verra ça. Donc, l'essence n'est pas en soi. L'essence n'est pas en soi. La différence entre Avicenne et saint Thomas est que pour ce dernier, l'être est l'acte constitutif et intrinsèque de l'essence, alors que pour Avicenne, l'être s'ajoute de l'extérieur à l'essence. Oui, en tout cas, tous les deux prônent une distinction réelle entre l'être et l'essence, et j'ai tenu à rappeler tout ce contexte, n'est-ce pas, pour pouvoir maintenant bien comprendre ce mouvement d'existentialisation que décrit Bardou en étudiant Henri de Gand. Car Henri de Gand, évidemment, pense différemment. Alors, pour rappel, Henri de Gand, mort en 1293, je vous l'ai dit, était maître S.Art et maître en théologie à l'université de Paris. C'était un professeur prestigieux, on l'appelait le docteur solemnis, le docteur solennel, on imagine un docteur arrivé en toge, et enseigné du haut de sa chair, un enseignement précieux, apprécié, et qu'il a enseigné de 1276 à 1292, donc de nombreuses années. Et il est l'auteur d'une somme de théologie et de codes libet, de questions disputées, qui sont importantes, que nous allons citer. Donc pour lui, entre l'être et l'essence, il n'y a pas une différence réelle, mais intentionnelle. Le sens intentionnel de la distinction entre l'être et l'essence, dans les temps, la chose, se fonde sur l'être considéré exclusivement comme ce qui est tombé, comme ce qui tombe dans l'intellect. Donc comme l'être in intellectu. Et dès lors, on peut penser qu'il est loisible de parler de distinction intentionnelle entre l'être d'essence, l'esse essentiae, et l'être d'existence, l'esse existentiae, puisque l'être est considéré ici univoquement comme ce qui tombe déjà, ce qui est déjà dans l'intellect. Il faudra donc percevoir comment saisir l'existence en tant que esse in re. Esse in re. Alors cette existentialisation, comment la comprendre ? Dès lors qu'il s'agira de voir comment s'effectue ce passage de l'esse in intellectu à l'esse in re. On va voir tout cela. Donc, l'esse existentiae a une double signification dans la mesure où l'être est considéré d'une part in intellectu et où il peut être aussi considéré in re, dans la chose. En tant que visé par l'intellect, en tant qu'intentio, l'existentia, donc l'esse in re, se présente comme un objet de pensée. Il ne s'agit pas donc de la réalité qui s'offre tout simplement comme un fait empirique dans l'expérience sensible, perçue par les sens, et posée hors de l'intellect, comme une chose qui se trouve isolée, distinguée de l'essence par l'intellect. Bon, cela,
Ouais, c'est très subtil aussi. D'ailleurs, cette subtilité va passer, n'est-ce pas, chez celui qu'on appellera par excellence le docteur subtil, quoi. L'existence d'une chose n'est pas connue comme une simple donc affection de la sensibilité, hein, mais comme une visée de l'intellect. Ainsi, l'esseinré, l'être dans la chose, demeure en tant que tel conceptuellement étranger à la visée de l'intellect. C'est-à-dire, ce que l'intellect vise, c'est toujours un être intelligé. Et l'être donc qui est dans la chose échappe à cette conceptualisation, à cette visée. Et donc on verra dans quelle mesure il pourra revêtir cet être visé par l'intellect le sens d'existentia, c'est-à-dire de ce qui se tient hors de l'intellect. Va-t-il se tenir hors essence, étranger à toute essence, et acquérir donc un sens absolu, une consistance intrinsèque précisément, qui est l'existence, qui se trouve là, donnée là, justement, en dehors de toute essence, en dehors de toute intelligibilité. C'est bien ce que sera le Dasein de Heidegger. C'est l'être là sans l'essence. Même si, on verra, d'ailleurs, je vais parler du Wesen, hein, pour Heidegger, même si l'essence, dit-il dans Sein Zeit, l'essence du Dasein est d'exister, c'est l'existence. Das Wesen des Seins ist Existenz. C'est-à-dire qu'il ne dit pas l'essence, il dit Wesen. Et Wesen, ce n'est pas l'essence comme la forme, comme l'eidos, qui détermine et qui rend intelligible, qui universalise et permet de définir un étant, une chose. Non, l'essence ici, c'est ce qui se rend présent. C'est pourquoi la Wesenheit, c'est la présence. Bon, je vais y revenir. L'être, donc l'essence du Dasein est d'exister, sortir de soi. Donc, il n'est pas, il existe. C'est vraiment tout le problème. Est-ce que l'être peut exister? L'être peut-il exister? Et en effet, le Dasein ne sort pas de l'être. Le Dasein sort de l'un, sort du néant. C'est pourquoi le Dasein est là, existant comme éjecté, jeté dans le monde, projeté en avant de soi par cette force néantisante, qui est la force de l'un qui nie tout ce qui le nie, et en rejetant hors de lui-même tout ce qui pourrait s'ajouter à lui. C'est le ressort secret de la pensée de Heidegger, selon moi. Je crois que là, il faudra qu'on y revienne. Donc l'existence se présente ici en tant qu'existentia, en tant qu'essai in re dans la chose, à l'extérieur de l'intellect. Et donc, par rapport à l'essence, l'existence se retrouve comme en dehors de l'essence. Alors, il s'agira de comprendre pourquoi, comment comprendre justement donc cette existence en dehors, dans la réalité, en dehors de l'intellect, qui s'ajoute à l'essence. Et ici, vous voyez un peu, Henri de Gand est un peu en difficulté. Il est contre Avicenne, mais en même temps, il fricote avec cette conception d'une existence accidentelle, quoi, qui s'ajouterait à l'essence du dehors. Tout ça va être compliqué pour lui, quoi. Mais bon, on va voir comment il va s'en sortir. Il va s'en sortir à la manière kantienne, finalement. Quand on va distinguer la chose en soi, qui s'offre au sens, qui est le commencement de la connaissance, mais une connaissance qui commence avec l'essence, comme dit Kant, qui se poursuit dans l'entendement, et s'achève dans la raison. C'est-à-dire s'achève dans tous les sens du terme, parce que là, il n'y a plus de connaissance possible. La connaissance, c'est ce que l'entendement produit, en produisant un objet à travers les catégories a priori. Et vous voyez que la notion d'a priori ici, à son origine aussi,
le concevoir dans cette conception de ce qui est imprimé dans l'intellect. L'être comme ce qui tombe dans l'intellect, qui s'imprime en lui comme ce qui appartient à l'intellect constitutivement, ce par quoi l'intellect vise et ce qu'il vise, à travers quoi il ne peut pas viser autrement, dans le fond, c'est ça les catégories finalement de l'entendement de Kant, qui fait que l'objet de la connaissance est une production de l'entendement, une représentation, et c'est bien ce vers quoi a conduit, nous le verrons, la conception de l'esse objectivum, de l'être objectif de Duns Scotus. Mais pour comprendre Duns Scotus, nous allons voir comment Duns Scotus hérite de Henri de Gand, et aussi comment il le discute, le critique, pour constituer sa propre doctrine. Alors, nous avons dit que pour Henri, l'essence est, il n'y a pas de distinction réelle, mais intentionnelle. Il y a une distinction, mais elle est intentionnelle. On va voir un peu tout cela, comment ça s'arrange. L'être accompagne donc toujours l'essence. Mais l'essence ne précède pas, donc l'essence ne précède pas l'existence. Elle garde chez Henri le primat, cependant, en raison même de son caractère de neutralité. Alors voilà, c'est ce qu'il faudra qu'on voit un peu, la conception d'une essence neutre, en tant qu'elle est, l'essence est en tant qu'essence. Tiens, voilà ce que ça veut dire. Voilà, on parle de l'essence qui est, mais qui est en tant qu'essence. Et cette idée d'une essence neutre se trouve chez Avicenne. C'est lui qui est l'auteur de cette conception d'une essence neutre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'essence n'est ni universelle, ni singulière. L'essence, telle que la conçoit Platon, si l'on veut, s'identifie à l'idée, au sens où l'idée, c'est l'universel nécessaire qui définit une réalité et qui est toujours universelle. Pour Aristote, la forme, l'eidos, on l'a vu, n'est plus dans le ciel intelligible comme étant seulement réel, mais dans la substance. La forme constituant avec la matière cette substance. Et donc la forme ici est singulière. Si vous voulez, elle est singularisée plus précisément par la matière. Mais pour Avicenne, l'essence est considérée donc indépendamment de ces deux conception, si l'on veut, de l'essence. Par exemple, donc, dit-il, l'essence du cheval, l'équinitas, si elle était universelle, comme l'eidos de Platon, eh bien, il ne pourrait pas y avoir de chevaux particuliers. D'ailleurs, c'est bien ce que aussi reprochait Aristote à Platon, quand il disait si l'humanité de Socrate est dans l'idée d'humanité uniquement, Socrate, lui, n'est rien, quoi. Si la réalité réellement réelle, c'est l'idée d'humanité, que devient Socrate, vous savez, et alors, donc ici, on peut dire que, dans un certain sens, l'aristotélicien Avicenne rejoint la critique d'Aristote en disant que l'universel, si l'essence n'était qu'universelle, était en soi universelle, et si on définissait l'essence comme universalité, il n'y aurait pas de possibilité d'affirmer qu'il y ait plusieurs chevaux. Bon, voilà. Maintenant, à l'inverse, si l'essence du cheval, c'est-à-dire ce qui permet de définir un cheval, était uniquement en soi singulière, le cheval, c'est le cheval, l'essence du cheval était singulière, unique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aurait qu'un seul cheval.
hein, il y aurait un seul cheval. Hein, parce que qu'est-ce qui va, parce que cette essence qui serait singulière, qui ne serait même pas une essence singularisée, individuée par la matière, non, comme dit déjà Aristote, cette essence, donc, en soi singulière, disons, le ferait qu'il n'y aurait qu'un seul cheval. Bon, il faudra un peu, évidemment, aller plus loin, approfondir. Mais en tout cas, la conclusion s'impose, c'est que l'equinitas est equinitas tantum. Hein, c'est que la kabbaleité n'est que kabbaleité. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas c'est tout ce qu'on peut dire d'une essence. Voilà ce qu'est une essence. Une essence a son propre être en ce sens. Ouais. L'être d'essence, donc, et avec l'être d'essence, donc, nous avons un point de vue antérieur, hein, et indifférent au monde créé. C'est ça, c'est vrai, on a une essence qui est vraiment neutre, indépendamment de toute réalité. Vous voyez. Or, il faut bien reconnaître que le monde créé relève d'une réalité effective. Bien, qu'est-ce qu'est le réel dans tout ça? La réalité, alors, c'est quoi? La réalité, vous voyez déjà, vous sentez déjà qu'entre l'essence neutre, considérée en tant qu'essence, va se retrouver face à une existence avec laquelle elle n'a aucun rapport, quoi, puisque c'est quoi cette essence? C'est vrai, cette essence qui n'est ni universelle ni singulière, alors que la réalité, elle, est bien là. Bon, donc, le monde créé existe bel et bien, il est bien effectivement réel, mais, dit Henri, il ne renvoie pas à une causalité formelle, à une forme qui serait la cause en tant que, ouais, comme chez Platon, ouais, la forme c'est exemplaire, la forme c'est l'exemplaire, la cause formelle aussi chez Aristote, qui fait que ce qui constitue, elle est une partie constituante de la substance, la cause formelle, la cause matérielle. Eh bien, pour Henri de Gand, il dit que la réalité effective, comme ça, par rapport à cette essence neutre, ne relève pas donc de l'essence et par conséquent de la causalité formelle, mais de la seule causalité efficiente. Mais, exister alors ici prend le sens de ce qui est à partir d'une relation constitutive à la cause efficiente. Je cite Quote Libé 10, question 7. Pour la créature, dit Henri, il est équivalent d'exister et d'exister en relation à un autre et absolument. Abstraction faite d'une telle relation, elle n'existe pas du tout. Fin de citation. Donc, exister, c'est être à partir d'un autre. Déjà, le verbe existere, déjà prend son sens, n'est-ce pas, de sortir hors d'eux, de se trouver, être là à partir d'un autre. C'est être, donc, dira Henri de Gand, non pas en vertu d'une cause formelle, intellectuelle, mais en vertu d'une cause qui n'est autre que la libre volonté du créateur, qui place, qui fait que cette essence, que cet être d'essence va faire place à un être d'existence. Comment cela? Et donc, ici, on voit que l'existence tire l'essence hors d'elle-même. Exister, c'est
se vider de soi, en quelque sorte, c'est-à-dire d'une essence, dans le fond. C'est ça. L'enfant exister consisterait à sortir de l'essence, quoi. Mais ça pourrait avoir un double sens, tout ça. Alors, tiens, hein, mesure où justement l'essence, c'est ce qui rendrait présent, c'est-à-dire ce qui se présenterait justement en sortant de l'essence, en se vidant de l'essence, tiens. Ouais, c'est intéressant, ça. Il faudra peut-être approfondir ce côté-là. Ouais. Alors donc, ce qui existe est déterminé par rapport, en relation avec un autre, cette volonté créatrice des enfants, de telle manière que l'existence prendra une dimension relationnelle et non plus substantielle. Il y a déjà ici une désubstantialisation qui va accompagner le mouvement d'existentialisation. On pourrait dire que donc l'existence se vide de toute essence qui pourrait la déterminer. La déterminer. Donc elle a un caractère relationnel qui remet en question donc la dimension substantielle de l'étant. L'existence de la chose est la chose même considérée dans sa relation par rapport à la cause efficiente qui la constitue, qui la pose, qui fait qu'elle se trouve là. Cette fois-ci, non pas comme le fruit d'une essence qui la déterminerait, mais comme le résultat d'un geste qui est la volonté même de créer. C'est intéressant ça. Donc, là, ici, on voit déjà commencer à poindre le primat de la volonté sur l'intellect. L'être n'est donc pas l'acte d'une forme. L'étant, la chose n'est pas l'acte d'une forme, une forme qui le met en acte, mais c'est l'effet d'une cause. De sorte que l'être, ici, se fait existence, en effet. L'étant existe en cessant d'être, si vous voulez, au sens où il n'est pas ici, il ne s'agit plus de l'être, il s'agit de l'être en tant qu'existence. Henri dissocie donc existence et actualité. Il amorce l'oubli de l'être comme acte, c'est-à-dire l'être laissé ut actus. Vous vous souvenez, on avait fait une distinction entre laissé ut actus et laissé in actu. L'être en tant qu'acte et l'être en acte. Donc lui, il oublie ici l'être comme acte, c'est-à-dire laissé ut actus, au profit de l'existence relationnelle comprise comme un être en acte, qui est là, qui se trouve là, wujud, c'est le wujud, c'est l'existence. Alors, donc, Henri, on le voit, est amené à isoler la causalité efficiente de la causalité exemplaire. La causalité exemplaire ou formelle pose l'être des sens, sens où l'être a à voir avec l'essence et l'essence avec l'être, puisque l'essence est. La causalité exemplaire, donc, pose l'être des sens et la causalité efficiente produit l'être d'existence. L'existence. Donc, ici, on commence à percevoir ce qui va conduire à cette existentialisation de l'être. Par la causalité exemplaire, l'essence est créable, au sens où elle reçoit son être d'essence à partir de l'idée exemplaire, divine. Car Dieu
connaît l'essence comme possible. On va un peu démêler tout cela, ce rapport entre l'être d'essence, l'idée divine, l'existence, l'être d'existence. Là, l'essence en tant qu'elle est perçue, conçue par Dieu, en lui, comme une idée divine, eh bien, l'essence de la créature sera l'objet d'une idée divine. Donc Dieu d'abord a une idée. Et cette idée va se former l'objet, l'essence d'un objet qui va être créable. En ce sens que c'est parce qu'une chose a son idée en Dieu qu'elle peut accéder à l'être de l'essence. Bon, cela n'est pas, il faut le clarifier, c'est une pensée difficile et obscure d'ailleurs, Henri de Gand, n'est pas, c'est pas, et d'ailleurs Duns Scott ne sera pas non plus une pensée très claire, et dans l'expression comme dans la conception, c'est une pensée subtile, difficile, mais bon, il faut démêler les chevaux de tous ces concepts pour essayer ensuite, en unifiant l'ensemble, faciliter la compréhension de cette doctrine. Donc c'est parce qu'une chose a son idée en Dieu qu'elle accède à l'être de l'essence. C'est parce que la créature est au préalable pensée par Dieu qu'elle est possible et donc créable à partir de son exemplaire. C'est ça l'idée. Ici, nous devons voir que la notion de possible va jouer un rôle important. Et le possible, déjà, chez Avicenne, qui s'oppose au nécessaire, permet d'expliquer justement aussi ce qu'est la création, ce qu'est les temps, comme une réalisation, comme une essence réalisée, c'est-à-dire comme un possible réalisé, créable. Donc l'existence s'offre ainsi au sens, de son côté, comme un donné empirique. L'existence dans la chose, là, bon, voilà, c'est là maintenant, tiens, ça s'offre à mes sens, une donnée empirique. Mais cette réalité qui est créée, donc qui se trouve là comme l'effet d'une cause efficiente qui n'est autre que la volonté du Créateur, n'est-ce pas, qui fait que, tiens, tout cela surgit ici sans que je le comprenne, dans le fond. Voilà, c'est ça, en dehors de toute intelligibilité, puisque c'est la volonté qui a le primat sur l'intelligence. C'est la causalité efficiente qui est plus explicative que la causalité formelle. Ça répond donc à une volonté. D'ailleurs, voyez-vous, la notion de volonté ici va devenir de plus en plus prégnante dans l'histoire de la pensée moderne, puisque cette volonté, finalement, va s'identifier à une force anonyme, l'énergie, c'est le conatus de Spinoza, le vouloir vivre de Schopenhauer, la volonté de puissance de Nietzsche, tout cela c'est de l'énergie, c'est une volonté, c'est une efficience, une causalité efficiente, mais qui n'aura plus tellement une explication intellectuelle, parce que justement la volonté ici est explicative, au sens où, n'est-ce pas, elle n'est pas ce qui, elle est ce qui, justement, en tant que force, permet de comprendre comment ce qui se trouve là, comme l'effet, n'est-ce pas, c'est intéressant, cela faudra qu'on approfondisse. Donc, l'existence qui s'offre au sens, s'offre comme un donné empirique, mais, et la question, évidemment, va se présenter de savoir comment articuler l'idée que le premier concept, qui est celui des temps, en tant qu'essai in intellectu, comment articuler donc cette idée d'un premier concept, qui est l'être qui est tombé, qui tombe dans l'intellect, et que la connaissance commence par l'expérience, par l'essai in re. Donc, comment articuler donc finalement ce rapport entre l'essai in intellectu et l'essai in re, quoi. Bon, c'est le typique problème de la philosophie de la connaissance. Comment connaître une réalité, n'est-ce pas, sans que cette réalité soit assimilée à sa représentation, au concept,
et comment respecter et atteindre et saisir cette réalité en dehors du concept, en dehors de la, comment considérer ce qui est donné en dehors de l'intellect, n'est-ce pas, si je ne peux pas le considérer comme étant conceptualisable. Ouais, c'est intéressant, tout ça. Ouais, et c'est, je crois, ce qui va permettre de comprendre Henri de Gand, c'est, comme dit justement Jean-Christophe Bardou, cette existentialisation, hein, de l'être qu'il s'agit pour nous ici de bien comprendre, de voir comment s'effectue, quoi, hein, comment la saisir. Donc, Henri ne nie pas que sans la connaissance sensible, il n'y aurait pas de connaissance. Non, il retient bien qu'il y a bien une donnée dans la réalité qui s'offre au sens. Mais il reconnaît bien qu'il revient à l'intellect agent de dépouiller les perceptions de leur caractère matériel et individuel afin de les rendre immatérielles et intelligibles au moyen de l'intellect patient. Bon, on reviendra là sur cette étude, sur cette distinction hein, entre l'intellect agent et l'intellect patient, parce que vous n'avez pas encore étudié tout cela. Mais bon, retenons tout simplement ceci, n'est-ce pas, c'est que Henri de Gand reconnaît que les sens jouent leur rôle ici en me présentant, en accédant à ce qui est réellement donné empiriquement et saisi par l'expérience sensible. Mais il affirme, et il reconnaît aussi que donc l'intellect doit abstraire, dépouiller les perceptions de leur caractère matériel et les rendre immatérielles et intelligibles. Mais, et c'est ici qu'il modifie cette doctrine, il la modifie en établissant que le concept d'étant est premier pour l'intellect. Donc, héritage ici d'Avicenne, et c'est Lens qui tombe dans l'intellect en premier. Il reconnaît donc, il établit que le concept d'étant est premier pour l'intellect et que le singulier sensible est premier dans l'ordre de l'expérience. Déjà, vous voyez, une distinction. On va voir qu'on retrouvera chez Kant, n'est-ce pas, où les facultés sont étanches. Il n'y a pas la connaissance, les sens ne sont que le commencement de la connaissance, mais ne sont pas la connaissance. Voilà. Alors, il demeure que les concepts dans l'intellect sont obtenus par abstraction à partir de l'expérience. Mais la priorité de l'étant est exigée pour l'intellect dans l'ordre du concept, non dans l'ordre de l'expérience sensible, des sens. Il s'ensuit que la connaissance ne va pas seulement, comme dans l'aristotélisme, du sensible à l'intelligible. Entre le sensible et l'intelligible, il y a une étanchéité. Tout cela, donc on voit qu'il y a aussi l'influence platonicienne chez Henri. Il distingue la chose vraie, c'est-à-dire donnée dans la réalité perçue par les sens, et la vérité de la chose. Donc la chose vraie, en tant que vraie, en tant que réelle, au sens du mot, le vrai, la vérité et la réalité, c'est vrai, c'est lié. Et la vérité de la chose, c'est-à-dire sa cuditas, son essence, ce qui permet de la connaître, et qui est connue par abstraction, et qui est donc laissée in intellectu, quoi, tel que l'être est conçu, intelligé. L'objet appréhendé par les sens est vrai au sens de réel, vrai parce que les sens, en tant que faculté sensible, ne se trompent jamais. Une faculté ne se trompe jamais quand elle saisit son objet propre. Bon, ce qui est rouge, mon œil le voit comme étant rouge. Ça, c'est indiscutable, sauf pathologie. Bon, ça, c'est pas la question ici, on ne tient pas compte. Mais les sens n'appréhendent pas la cuiditas de l'objet.
l'essence. Et par conséquent, ils ne peuvent formuler un jugement tel Socrate est un homme. Ouais. C'est un jugement, c'est au niveau du jugement. Vous vous souvenez, quand on avait étudié les présocratiques, on avait bien vu la difficulté qu'il y avait à affirmer l'unité d'une proposition. Si tout change, si tout se sépare, si tout se divise. Ouais. Et donc, au niveau des sens, en effet, tout change, tout se sépare et tout se divise. C'est au niveau des sens qu'on ne peut pas formuler un jugement, unifier une proposition telle que Socrate est un homme. Ouais. La vérité, ici, ne peut avoir qu'une valeur propositionnelle. Et la vérité, ici, définie comme propositionnelle, sera développée par Grégoire de Rimini, qui est mort en 1358, donc bien plus tard, et qui va influencer toute la pensée aussi analytique. Hein, donc ici, celui qui a très bien expliqué cela, c'est André de Muralt. André de Muralt, dont je vous ai parlé, et vous trouverez en référence donc les œuvres auxquelles je renvoie. Alors pour Henri, la connaissance ne se fonde pas sur le recours au sens. La vérité n'est pas adéquatio rei et intellectus, l'adéquation de la chose connue, la chose en tant qu'elle est dans l'intellect, hein, à la chose réelle, telle qu'elle est dans l'essai-dré, dans la réalité, et donnée, offerte à l'expérience sensible. Donc la vérité n'est pas adéquation de l'intelligence à la chose, de la chose à l'intelligence, disons. Bon, c'est une nuance ici que je ne vais pas dégager. Mais disons, voilà, l'adéquation de l'intelligence à la chose. Hein. Donc, la vérité est adéquation et adéquation donc de la chose à son modèle exemplaire. C'est-à-dire, donc ici, c'est l'adéquation de l'intellect à, non pas la chose donnée dans la réalité, mais l'adéquation à un modèle exemplaire. Bon, déjà ici, vous voyez que c'est assez obscur, puisque Henri de Gand, déjà, nous l'avons vu, privilégie la causalité efficiente par rapport à la causalité exemplaire, et donc il ne veut pas oublier cette option chez lui, quand il dégage ici que la vérité n'est pas une adéquation de l'intelligence à la chose, mais la connaissance ne fonde pas sur... la vérité n'est pas adéquation de la chose connue à la chose réelle, mais à un modèle. Or, il y a deux modèles. Le modèle en Dieu, l'idée divine, et le modèle dans l'âme, le concept humain. Ouais. La connaissance de la vérité des choses ne vient donc pas des sens, c'est établi. Ce qu'est un homme, l'essence, n'est pas donné dans l'expérience sensible. On connaît la vérité d'une chose en connaissant son modèle. Donc, vous voyez ici le platonisme de Henri de Gand. Un platonisme évidemment à nuancer, augustinien. Donc, il faut porter des nuances. La connaissance a donc deux origines. L'origine sensible, qui renvoie à la réalité de la chose extérieure à l'intellect, mais qui n'est pas le fondement de la connaissance, et qui n'est que le point de départ, et l'origine transcendante, c'est-à-dire l'idée divine qui s'imprime dans l'âme, et donc est transcendante, parce que seul un être transcendant peut imprimer en nous des notions qui ne proviennent pas de l'expérience sensible. Et c'est ici qu'il y a la part d'augustinisme, chez Gand, chez Henri de Gand. Donc l'illumination divine ici est le fondement, c'est a priori, disons, de la connaissance infaillible.
Alors, cette doctrine suppose que l'essence a par elle-même un être propre d'essence, oui, de sorte que à des essences diverses correspondent autant d'êtres divers. Henri, donc, semble laisser à chaque essence ici quelque chose du pouvoir divin de donner l'être, de créer l'être. C'est l'essence et. Il y a plusieurs essences, plusieurs réalités, donc. Et l'essence se donnerait l'être, en effet, en se rendant présente. En se rendant présente. Alors, c'est ici qu'intervient justement ce que je disais tout à l'heure de Heidegger, qui recourt au verbe wesen pour définir le Dasein. Le Wesen signifie l'essence au sens de ce qui rend présent. Wesen du Dasein est d'exister, sens où en existant, le Dasein se vide de toute essence qui le déterminerait. Il se rend présent en se vidant de toute essence, en étant lui-même éjecté en dehors de ce que lui-même déterminerait, dans le fond. Il est rejeté lui-même comme une sorte de menace pour l'un qui le déterminerait. C'est pourquoi l'un le projette, le propulse extérieur hors de lui-même. Bon. Donc l'essence ici, le Wesen, c'est-à-dire ce qui fait que le Dasein est un Dasein, justement, c'est qu'il est rendu présent par finalement cette force expulsante qui le constitue comme existence, c'est comme ce qui l'arrache à lui-même, le jette au dehors. C'est intéressant tout ça, il faut analyser tout ça. Donc ainsi, Henri de Gand peut soutenir contre Gilles de Rome qu'il n'y a pas de distinction réelle entre l'essence et l'être, car si rien, en effet, il argumente ainsi, si rien n'avait l'être dans la créature en tant qu'essence créée, si l'essence n'était pas, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Avicenne, si l'essence était singulière uniquement, il n'y aurait qu'un seul être, et si elle était universelle, il n'y aurait pas d'être particulier. Donc ici, n'est-ce pas, si l'essence créée n'était pas, la créature, donc, serait sans l'être. Et donc, il faut qu'elle ait... si rien, en effet, argumente-t-il, je reviens, n'avait l'être dans la créature en tant qu'essence créée, mais l'avait par ajout à son essence, cette créature ne serait rien, puisque justement, il faudrait qu'elle reçoive l'être, puisqu'elle ne serait pas... son essence ne serait pas, quoi. Or, elle est son essence. Et tout cela, c'est à clarifier, n'est-ce pas? C'est pas évident. En tout cas, Henri conclut, il faut accorder que toute chose a l'être par son essence, de sorte que l'être ne soit pas une chose ajoutée à l'essence. Oui, parce que comment peut-on ajouter l'être à ce qui est déjà? C'est intéressant. Comment peut-on ajouter l'être à ce qui est déjà? L'essence est. Donc on n'a pas à ajouter l'être. Et c'est pourquoi ce qui est vraiment, effectivement, l'effet de la cause efficiente, donc c'est une essence réalisée, quoi, dans le fond. Dans le fond, c'est ça, c'est impossible réaliser. L'essence créée, l'existence, n'est-ce pas, c'est une essence réalisée au sens où c'est et en même temps, paradoxalement, c'est une réalisation de l'essence qui c'est-à-dire au sens où il ne faut pas que cette essence détermine ce qu'elle produit, comment dirais-je, ce qui se vide d'elle, voilà, ce qui se vide d'elle. Il ne faut pas que l'essence détermine ce qui se vide d'elle. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a ce retrait aussi, là, dont parle Heidegger, c'est ce retrait, elle reste en retrait, ce qui se manifeste. Et l'essence du phénomène, dit Heidegger, c'est ce qui se présente à partir de lui-même,
partir de lui-même, et donc indépendamment de toute essence, vous voyez, qui le déterminerait comme étant ce qu'il est, c'est-à-dire définissable comme tel étant fixé dans une présence, dans une substance, donc. Et donc, non, ici, l'existence est relationnelle, donc, tiens, il faut que ce qui existe se vide de tout ce qui pourrait le déterminer. Le Dasein existe, n'est-ce pas, en se rendant, en se vidant de tout ce qui pourrait le déterminer. Ça, je crois qu'il faudra qu'on approfondisse tout cela. Donc, ce qui se présente ici, vous voyez, donc ce que l'on trouve là, le wujud, c'est vraiment le résultat d'une cause efficiente, mais qui est la volonté, et non pas la conception d'une essence conçue par Dieu comme étant impossible, réalisable, mais comme une décision volontaire. Et ce qui permettra ici enfin, ce qui pose pour nous aussi cette question, de savoir comment Henri de Gand se débrouille aussi ici, on verra un peu comment il se débrouille pour affirmer que la volonté le prime sur l'intellect, en relativisant la causalité formelle au profit de la causalité efficiente qui repose sur un acte volontaire, plus que sur une vision édétique. Bon, on reviendra là-dessus. Donc, affirmer que l'essence de la créature est son être ne peut se faire que si l'on distingue l'être de l'essence et l'être de l'existence, comme Avicenne les a distingués à la fin de son Shifa, en distinguant l'essai in intellectu et l'essai in re, de sorte que l'on peut toujours parler en effet d'un essai, mais d'un essai qui est un essai in intellectu. Et parler donc, et opérer une distinction qui est intentionnelle et non réelle. Et on verra donc comment cela va permettre à Henri de Gand de procéder à on verra comment se réalise cette existentialisation de l'être. Donc Henri de Gand peut écrire quelque chose est l'être de la chose qu'elle possède essentiellement de soi et qui est appelé l'être de l'essence, et quelque chose qui est reçu d'un autre que l'on appelle être de l'existence actuelle. En effet, ici, on a compris que la causalité efficiente est ce qui définit les temps comme relation constitutive à un autre, à la volonté d'un autre, qui est causalité efficiente, en ce sens qu'elle produit dans la présence, si on peut dire, elle représente cet être in intellectu dans la réalité. Elle passe, donc, elle place, dit Henri de Gand, l'être de l'essence dans l'être de l'existence. Bon, il y a encore beaucoup à faire pour comprendre tout cela, on va essayer d'approfondir. Donc, l'essai inanima, c'est-à-dire l'âme, c'est l'âme intellective, c'est l'intellect. L'essai inanima, l'être in intellectu, est ce qui est imprimé donc dans l'intellect, on dit, l'essence à son être propre, neutre, d'essai essentiel, avec sa valeur en soi. Et ainsi dit Henri, en aucune créature l'être n'est quelque chose de réellement autre que l'essence qui lui serait ajoutée pour qu'elle soit. Au contraire, l'essence elle-même par laquelle est ce qu'est chaque créature a l'être en tant qu'elle est un effet et une ressemblance de l'être divin. Donc, il y a fort à faire. Donc, donc, la créature possède l'être de l'essence en tant qu'elle est un effet et une ressemblance de l'être divin. Cette ressemblance doit être comprise comme une imitation
ou une copie au sens platonicien du terme, de l'idée exemplaire, mais d'une idée exemplaire en Dieu au sens augustinien cette fois-ci. Henri est amené à placer donc en Dieu lui-même les objets que nous intelligeons. L'être de l'essence n'a d'être que dans l'intellect divin, selon l'idée que Dieu s'en fait, et donc Henri évoque ça dans un Quodlibet, la question 6 du Quodlibet 5, où il évoque que ce qui a une certaine essence absolue a une raison exemplaire en Dieu et apte à exister in re par l'opération divine, par le fait, donc, par l'acte créateur. Si l'être de l'existence actuelle est ainsi saisi tout autant que l'être de l'essence comme une visée de l'intellect. L'être appartient bien à l'essence de la créature, mais celle-ci ne la tient pas de son essence. Elle le reçoit de Dieu en tant qu'il est l'effet, cet être, de la volonté créatrice. Oui. Elle le reçoit selon son exemplaire dans l'esprit divin. Bon, ici, vous voyez, on peut dire que Henri rejoint aussi en quelque sorte Avicenne en concluant que, puisque l'existence actuelle ne vient pas de l'essence elle-même, mais participe extérieurement, comme un accident, s'ajoute comme un accident à l'essence. Bon. Donc cet être a donc le mode de l'accident comme survenant à l'essence. Mais pourquoi? Parce que cette essence est conçue par Dieu et que quand elle reçoit l'être en étant réalisée dans le monde réel. Oui. Mais c'est toujours l'essence est toujours. L'essence n'est pas sans l'être, mais parce qu'elle reçoit cet être de Dieu qui a conçu cette essence déjà en la pensant. Bon, je vais donc on va s'arrêter ici puisque malheureusement je dois partir pour une autre activité, conférence là, et on poursuivra tout cela en continuant d'approfondir et d'analyser tous ces concepts, une pensée qui n'est pas facile comme vous le voyez. Et puis je répondrai à vos questions tranquillement. Bon, est-ce que vous avez saisi quand même certaines choses vous voyez, il y a des choses là qu'on est en train de